Bonjour Colette. Bonjour Clermont. Ça va bien? Oui, Tout se passe bien pour toi dans ta vie? tout se passe à merveille. Tu arrives d'un long voyage? D'un beau voyage, oui. Un beau voyage? Bali, hein? Non, en fait, ça, je m'en vais à Bali, mais Ok. j'arrive de la Californie. OK, OK. Alors, j'arrive et je repars. Hey! Tu me disais que tu étais maître enseignante et coach certifié en PNL. Oui, Tu me disais aussi que tu étais directrice de l'école L'Essentiel oui, et puis que tu étais propriétaire de l'espace M pour mieux-être ici à Québec. oui, ici à Québec. Maître enseignante et coach certifié en PNL. Ça vient de où, ça? Tu as pris conscience de ça quand? Tu t'es éveillé à ces choses-là quand? Ma carrière d'enseignante est arrivée comme ça. Je suis ici pour partager, je suis ici pour servir, je suis ici comme messagère. Et un jour, la PNL a été placée sur mon chemin. Et j'ai commencé en 2001 à découvrir la PNL. Et en fait, j'ai commencé à enseigner la première journée le 11 septembre 2001. Des outils de communication interpersonnelle. Et on a arrêté très tôt dans la journée avec les événements qui s'étaient produits le 11 septembre 2001. OK, oui. Et bien, par la suite, j'ai voulu garnir mon coffre à outils d'enseignante, de formatrice en entreprise avec les outils de la PNL. Et depuis ce temps-là, j'ai pris plaisir, c'est devenu une passion d'utiliser les outils de la PNL pour accompagner les gens dans leur propre évolution, leur propre cheminement. Et en 2006, j'ai été certifiée coach. Et quelques années après, on m'a demandé d'enseigner l'approche, de devenir enseignante avec l'approche de la PNL, de ce que j'ai fait. Et il y a 2 ans, j'ai été me certifier comme maître enseignante en PNL avec la source en Californie avec M. Robert Diltz. Et depuis ce temps, j'ai ouvert mon école aussi de PNL. Tu peux-tu expliquer ou définir pour les gens qui ne sauraient pas, c'est quoi la PNL? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est quoi au juste? Là? Moi, je n'ai pas été école longtemps, fait que... PNL, ça vient du mot PNL, programmation neuro-linguistique. Donc, la souche, c'est qu'on est des êtres programmés. On a des programmations, on a des habitudes, des comportements, des croyances. Il y en a beaucoup qui sont aidants. Des programmations qu'on a en dedans de nous sont très utiles dans la vie. Et il y en a d'autres qui ne sont pas toujours utiles, qui ne nous aident pas à devenir qui on est, réaliser ce qu'on a à réaliser dans cette vie. Puis tous nos programmes sont développés à partir de notre neurologie. Et notre neurologie, c'est les 5 sens. Donc, c'est à partir de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai ressenti dans la vie. Et ça se traduit, ça, nos programmations, dans notre langage. Alors, le linguistique, ça se traduit dans notre langage verbal et dans notre langage non verbal. Puis, c'est ça, on peut découvrir, décoder les bons programmes, des moins bons programmes. Et puis, la PNL a développé des outils pour travailler ceux qui nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais dis-moi, étant jeune, t'étais-tu connecté à ça? Y avait-tu de quoi qui te faisait, qui te disait que tu allais t'attirer par des choses comme ça? Ou? Bien, tout jeune, j'ai toujours été une personne de service. OK. Je travaillais avec des enfants handicapés. J'avais à peine 12-13 ans et je passais mes semaines à aller faire du bénévolat avec des enfants handicapés. Et puis, bien, mon bonheur, c'était de voir le sourire sur leurs yeux et pouvoir aider d'une façon ou d'une autre. Alors, l'âme d'aidante naturelle est là depuis que je suis tout jeune. Et est arrivé des événements dans ma vie qui m'ont connecté encore plus avec ce sens-là que je suis ici pour servir. Peux-tu nous en parler de ces événements-là? Il y en a un, entre autres, qui a été marquant. Il y en a plusieurs, mais il y en a un, entre autres, j'avais à peu près 19 ans. Et je me suis retrouvée, j'étais à Ottawa. J'étais en train de faire des études en journalisme. Et à ce moment-là, je disais, je voulais partager. Je voulais partager des messages. Et puis, le journalisme est apparu dans ma vie. Je travaillais à Radio-Canada à Winnipeg, à Saint-Boniface. Alors, j'ai décidé de me lancer en journalisme. Je me suis retrouvée à Ottawa à faire des études en journalisme. Et ça faisait à peine un mois que je me retrouvais à Ottawa. Et est arrivée une journée où
l'ancien ami, l'ex-ami de ma colocataire était en peine d'amour. En fait, ma colocataire venait de casser avec. Et il appelle un samedi matin, il était en grande détresse et en grande souffrance. Et puis, ben moi, grand cœur, grandes oreilles, j'étais là pour lui, à l'écouter, à l'aider à traverser ce moment difficile. Et ben, il a demandé s'il pouvait passer la journée avec moi. Puis j'ai dit, ben oui, j'avais mes emplettes, j'avais mes grosseries, j'avais mon lavage, j'avais plein de choses à faire. Alors j'ai dit, bien oui, viens-t'en. Je le connaissais quand même depuis quelques semaines, puis il paraissait une personne très sympathique qui vivait un moment difficile. Alors il est venu et après près d'une heure d'échange, ben, je lui ai dit, je vais me préparer, puis on va aller faire... je vais aller faire mes emplettes, mes grosseries. Alors, il dit, ben, je viendrai avec toi. Ben, je dis, OK, laisse-moi le temps d'aller me préparer. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a suivi. Et il est arrivé, il y avait des gants en plastique et il y avait un couteau. Et il est venu s'attaquer violemment à moi. Et dans cet instant-là, j'ai vu ma vie passer devant mes yeux. C'est des choses qu'on entend, mais jamais je pensais que c'était possible. Mais dans une fraction de seconde, j'ai littéralement vu toutes les scènes de ma vie passer devant mes yeux. Et à ce moment-là, le message qui est venu, c'est pas le temps. OK. C'est pas le temps. C'est pas le temps de partir. J'ai encore tellement de choses à faire ici. Et là, il m'est venu une force divine, une force qui vient d'un autre niveau parce qu'il était sur moi avec le couteau qui s'en venait. Et j'ai pris le couteau et j'ai pris la personne et je l'ai repoussée avec une force qui t'appartenait pas là. Et quand il est revenu sur moi, alors j'ai eu la main coupée, j'ai eu les doigts coupés, ils ont été recousus. Quand il est revenu sur moi, les seules paroles que je pouvais lui dire, c'était les seules choses, les seuls mots qui me venaient. C'est « je t'aime ». Je t'aime, ta mère t'aime, ta sœur t'aime, les femmes de ta vie t'aiment. Et t'as pas besoin de faire ça. Mais là, je le prononce, mais à ce moment-là, c'était pas moi qui parlais. Ouais. Et j'ai goûté à la puissance de l'amour, parce que c'est cet amour-là qui a éveillé cette personne. Il est revenu tout de suite à son esprit. C'est sûr qu'il avait essayé autre chose quelques instants avant. Il est revenu à ses esprits, mais il dit « Qu'est-ce que je viens de faire? » Et il a voulu même m'aider dans ce moment-là, reprendre. Il y avait du sang partout. J'ai repris mes doigts. On a appelé l'ambulance, puis il est parti. Et ce moment-là, cet événement-là, c'est sûr, quand la police est arrivée, on m'a demandé « Veux-tu porter plainte? » Ben, j'étais là, il a vraiment vécu un moment de détresse profonde, et puis, ben, c'est correct, là, il est revenu, et on dit « Ben non, il faut porter plainte. » Alors, j'ai porté plainte, c'est passé à la cour, il y a eu tout un procès, il y a eu plusieurs années de prison. Mais à travers ce moment-là, pour moi, dès que c'est arrivé pour une raison. Mm-hmm. Et pour moi, c'était de me reconnecter à cette puissance de l'amour. Et comment l'amour peut tout guérir. Alors, dès ce moment-là, je savais que j'avais un message à porter. J'avais un message à partager. J'ai créé ici l'espace M. Et oui, c'est pour mieux-être et management, mais c'est aussi pour que ce soit un espace d'amour, que les gens puissent se retrouver. J'ai créé l'essentiel pour revenir à l'essentiel dans notre vie, qui est cet amour, amour de soi, amour de l'autre, amour de la vie. Pour moi, ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui a été pour moi une expérience révélatrice de la puissance de cet amour-là. C'est un grand éveil. J'ai un autre moment où j'ai accompagné mon père dans sa mort. Puis je me souviens, les gens ils disaient « Ah, tu vas voir, c'est le plus beau moment, hein, accompagner quelqu'un sur son passage. »
C'est sûr que sur le coup, je ne trouvais pas ça si beau que ça. Hein. Mais je l'ai veillé. J'ai passé les derniers jours avec lui. Vu que je suis loin, je m'en voulais toujours. Je dis, si je manquais ça, je m'en voudrais pour la vie. Mais la vie a été bien faite. On a eu un avis quelques jours avant, comme quoi il était sur son dernier mille. Donc, j'ai eu le temps de revenir chez moi, puis de le veiller. Et dans ce moment-là, il m'est venu une autre prise de conscience que mon père s'appelait Aimé. C'est bon, ça? Et puis j'y en voulais un peu parce que, moi, quand je suis née, c'était un accident. Ça ne devait pas arriver. Alors, j'avais toujours cette impression-là que c'était un accident dans la vie, puis que ils auraient bien voulu vivre leur vie autrement, plus libre qu'avec un autre enfant dans la famille. Mais cette croyance-là que j'étais un accident m'a forcé aussi à trouver un sens à ma vie. Alors, j'ai toujours cherché un sens à ma vie. Puis ces souvenirs-là, ces moments-là, ces expériences-là sont comme des miettes de pain qui ont été placées sur mon chemin. Et j'ai dit à mon père avant qu'il décède, tu sais, je sais, papa, tu n'as pas toujours été capable de le dire. En fait, c'était pas des paroles qu'il disait « je t'aime ». Puis il le faisait sentir, pas toujours de la même façon que je voulais qu'il le fasse. Pour lui, aimer, c'était de s'assurer qu'il y ait un toit sur... qu'on ait tout ce qu'on a de besoin pour faire nos études, il a donné tout ce qu'il y avait pour sa famille. Mais moi, j'aurais aimé le sentir. J'aurais besoin de le vivre, de l'entendre. Alors, je lui ai dit, tu sais, tu t'appelais Aimé. Puis, ce mot-là, c'est pas pour rien. Et je vais le dire. Moi, je vais le dire aux gens. Moi, je le garderai pas en dedans. Je sais que tu nous as aimés, mais le message n'était pas clair. Pour toi? Pour moi. Pour moi. Donc, je dis comment on peut faire passer le message plus clairement possible, puis vibrer cet amour-là. Hein? Pas juste dans les paroles, c'est pas juste de le dire, c'est de le sentir, de le traduire dans tout, dans les gestes, dans les petits gestes, dans le regard, dans l'écoute, dans le silence. Il peut y avoir plein d'amour. Donc, ça a été aussi un autre moment d'éveil pour moi. De ce que j'avais à faire ici, dans cette vie. Quand tu parles du sentiment d'amour que tu avais ressenti, comment tu sentais ça en dedans? Il y a des mots qui ont sorti. Comment c'est arrivé? Es-tu capable de le dire en mots? Je veux dire, où tu l'as ressenti ou c'est venu comme une pensée ou comment c'est arrivé? Puis ce sentiment-là, es-tu encore en contact avec ça ou comment ça se passe? Ce sentiment d'amour-là? Oui. Oui. Je pense qu'il se traduit dans chaque enseignement, dans chaque cours, dans chaque coaching, dans chaque rencontre. Enfin, du moins, j'espère, j'essaye. Que ce soit toujours présent. Puis tu dis que tu as des gens, c'est des formations que tu fais pour la PNL. Oui, je forme des gens. En fait, les gens viennent pour la PNL, il y en a beaucoup qui viennent pour leurs propres besoins personnels, leur désir d'évolution personnelle, se découvrir. Il y en a d'autres qui viennent dans PNL pour découvrir des outils pour accompagner les autres, pour devenir des coachs de vie, des coachs d'affaires, des coachs exécutifs. Donc, les gens viennent pour différents besoins. Ceux qui font tous les parcours, ils deviennent des coachs certifiés. Est-ce que ces gens-là, j'imagine que oui, mais je pose la question pour tout le public, ces gens-là qui viennent, que tu formes, sont au courant de ça, cet espace d'amour-là dans nous autres, comment se connecter, ils sont au courant de ça? J'imagine que tu transfères ça. Bien, je transfère ça à travers de la PNL que j'enseigne, c'est une PNL humaniste. OK. Alors, pour moi, c'est clair que cette PNL humaniste-là, elle est enrobée d'amour. Je ne l'appelle pas toujours comme ça. Je vais l'appeler comment on peut être plus bienveillant. Bienveillant envers soi, envers les autres, comment on peut avoir plus de compassion pour soi, pour les autres.
Donc, ça peut se traduire de multiples façons, mais la source, ce qu'il y a derrière, c'est un amour avec un grand A. C'est l'amour avec un grand A, l'amour de la vie, l'amour de soi et des autres. Donc oui, ça se traduit d'une multitude de façons. Les gens qui sont appelés à la PNL, c'est qu'ils veulent reconnecter avec ça en dedans d'eux. Mm-hmm. C'est un bonheur de pouvoir se réveiller le matin puis de... Oui. J'imagine que tu dois avoir des anecdotes. Hein, des anecdotes. À travers des formations que tu donnes, il doit arriver des petites affaires que ça fait du bien, que je veux dire, là. Aïe, 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 aïe. aïe. Aïe, aïe. T'as-tu une autre question? Oui, des anecdotes. Hey, vite, comme ça, là, je pense à... Écoute, ça me vient pas. Non, OK. On peut passer à d'autres choses. Je veux dire, tu me parlais que tu avais organisé un voyage au Bali pour, tu m'avais dit quoi, faire un upgrade? En fait, je suis... Dans ma mission que je me suis donnée ou qui est venue à moi, je me dis, si je veux amener plus d'amour et de paix dans le monde, j'ai besoin de le faire d'abord dans la communauté dans laquelle je me retrouve, donc entre les gens de la PNL. Donc, j'ai organisé un colloque mondial pour développer la 4e génération de la PNL. OK, 4e génération, c'est ça que j'avais remarqué. Oui, la 4e génération de la PNL, qui est basée sur... en fait, ça va être une co-création. Je réunis des enseignants, des coachs, des maîtres enseignants, des dirigeants d'écoles de PNL à travers le monde. Et on va se retrouver pendant 10 jours à modéliser des leaders spirituels. Et cette 4e génération de la PNL est plus pour nous aider à développer une intelligence spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une intelligence spirituelle. Oui. Wow, c'est quoi ça? Je vais faire un petit retour en arrière. OK. La PNL, à l'origine, c'est une approche pour nous aider à améliorer nos comportements, nos habitudes, développer plus nos capacités. Ça, c'était la première génération. Hein? On voulait être plus performant. Donc, on travaillait les programmations mentales. La 2e génération, là, on est rentré à développer plus une conscience de soi, hein, de son corps, du somatique, développer une intelligence émotionnelle, d'être plus à l'écoute de nous-mêmes, puis comment on peut amener des changements, d'abord en s'écoutant, être plus à l'écoute aussi des autres. Et la 3e génération, on est rentré dans une PNL qui était beaucoup plus systémique. Alors, comment les systèmes fonctionnent? Puis comment on peut influencer des changements dans le système. Système, de quoi tu parles par système? Système, tout est systémique. Nous, notre tête, notre cœur est relié. Okay. Ça, c'est un système. Okay. Toi, moi, en interaction, ça, c'est un système. Ta famille, c'est un système. Ton environnement de travail au bureau avec ton patron, ton équipe, les employés, les clients, c'est un autre système. La société, c'est un système. Alors, on est composé d'une multitude de systèmes. Et comment on peut amener des changements dans cette systémique-là. Alors ça, c'était la 3e génération. Alors, une intelligence plus connectée sur le champ et l'énergie dans le champ. La 4e génération va au-delà de ceci, de notre champ énergétique qui est entre nous, mais va se connecter à une source. Et c'est quoi la source? Donc, merveilleuse question. Oui, hein? C'est quoi la source? Donc, on s'est dit pour étudier ça, parce que la PNL est toujours basée sur l'étude, la modélisation de l'excellence. La modélisation de l'excellence, on trouve des gens qui sont des références et on les étudie. On les étudie pour savoir, bon, c'est quoi pour eux, puis c'est quoi leurs croyances, puis comment ils font pour se connecter à leur source. Et on apprend des gens qui ont fait un bout de chemin avant nous, qui ont sont à un autre niveau de conscience. Et à partir de ces études-là, la PNL elle développe des outils qui peuvent être transférés par la suite aux autres pour qu'eux autres s'approprient ce niveau de conscience-là.
Donc, ce qu'on s'en va faire à Bali, c'est de définir c'est quoi avoir une intelligence spirituelle. Et moi, j'ai ma propre carte du monde, ma propre définition, mais ça se peut qu'elle qu'elle évolue en apportant les perceptions de chacun qui vont être là. Il y a des gens des quatre coins du monde qui vont être là. Donc, pas tout le monde pense pareil, mais pour moi, l'intelligence spirituelle, c'est comment on peut arriver à ce niveau d'ouverture pour accueillir toutes les différentes religions, toutes les différentes philosophies, qu'on peut avoir un regard, que ce soit accueillant ou acceptant, hein, de toutes ces différentes religions qui existent dans ce monde, sans polariser, dire qu'il y en a une qui est bonne ou qui n'est pas bonne. Il y a une vidéo à un moment donné qui m'a marqué, qui a été fait, c'était une entrevue entre le Dalai Lama, le pape, Mère Ama et d'autres grands noms leaders spirituels. Et le message de cette vidéo-là, c'est comment on peut se faire des amis entre nous. Comment pouvons-nous être amis entre nous? Et quand les grands leaders spirituels sont amis entre eux, bien, qu'est-ce que ça lance comme message au peuple? C'est qu'on peut tous, on a du bon, tout le monde a du bon, du beau, du bon et du vrai. Et quand on se connecte à ce niveau-là, à un autre niveau qui est au-delà de l'ego, qui est plus dans l'âme, on se retrouve dans l'amour. Mm-hmm. Tu as posé une question tantôt. C'est quoi la source? C'est quoi la source? Tu définis quoi, toi? C'est quoi la source? C'est intéressant, là, parce qu'on touche à un point que... C'est pour ça que je fais des entrevues, justement pour amener c'est pas le concept, c'est amener c'est quoi la source. On parle de Dieu, on parle de la source, on parle du grand être, mais c'est quoi la source? Puis d'ailleurs, le colloque que je te disais tout à l'heure que je veux organiser, c'est basé là-dessus. C'est où on est rendu avec ça, là. On a passé, je me souviens des années 60-70, on a passé du peace love, on a écarté la religion, les églises, les rituels, ces choses-là, pour faire peace love, puis, hein? Mais on est rendu où, là? Je veux dire, se connecter à la source, l'ego, l'alter-ego, l'ego modifié, l'ego divin, on est rendu où? C'est quoi la source? Ça part de où? Ce que tu disais tout à l'heure au niveau de ce que tu as reçu quand cet accident-là est arrivé, cet événement-là est arrivé, moi je pense que tu as été connecté direct, là. Je pense. Puis je pense, là c'est pas mon interview, c'est la tienne. Là. Ben oui. C'est toi qui es censé dire. Oui, mais je te trouve intéressant. Ça va peut-être plus de réponses que moi, hein? Je sais pas. Moi, je suis une exploratrice. Je suis ici pour apprendre. Et, ben, pour moi, la source, c'est cette toute-puissance. C'est le créateur. C'est le créateur de tout qui est en moi, qui est en toi. Puis pour moi, on est la même affaire. Pas pour rien que ça s'appelle la source. Hein? Puis pour moi, c'est une source qui est une source d'amour. Défie-moi l'amour, c'est quoi pour toi? Comment tu... L'amour. On parle beaucoup d'amour dans la société, hein? Je t'aime. Ben oui, je t'aime, mais quand ça marche plus, ça je t'aime plus. C'est quoi, là? C'est de l'amour, ça? Ben, ça, c'est l'amour avec le petit A. Moi, j'aime bien parler d'amour avec le grand A. C'est un amour qui est plus au niveau de l'âme. Le petit A, c'est au niveau de l'ego. Alors là, l'amour est conditionnel. Exact. Hein? Moi, j'appelle ça des sentiments. Des sentiments, oui. C'est un sentiment relatif à ce que je veux voir de moi à travers l'autre. Oui. C'est ce que l'autre va faire, il faut que ça fasse mon affaire. Oui. Ça, c'est des sentiments. On appelle ça l'amour. Bon, t'as beau l'appeler le mot que tu voudras, là, mais pour moi, c'est des sentiments. Puis vu que c'est relié à ce que j'attends, que ce que l'autre fasse, que ce que moi j'aime, ben, c'est des conditions. Puis on dit que l'amour, c'est inconditionnel. Fait que, en tout cas, moi, je pratique de pas appeler ça l'amour, là, parce que je sais que si je dis à une personne « je t'aime »,
puis que 2 mois après, je ne l'aime plus, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, là? C'est elle que j'aime plus? Ou c'est lui que j'aime plus? Non. C'est parce que je me reconnais plus à travers ce que la personne fait, dit, ou je reconnais plus. C'est plus moi, ça. J'appelle ça des sentiments, moi. Dans le mot sentiment, il y a le mot le senti qui ment. Qui ment. Ouais, regarde, vois-tu, j'avais pas pensé à ça, c'est bon. C'est un jeu du mental. Pour moi, dans l'amour avec un grand A, ben, il n'y en a pas de question. Il n'y en a pas de... Ouais. Il y a quelqu'un, à un moment donné, que j'ai rencontré, ça fait longtemps, qui me disait, c'est une autre personne, je faisais de la musique dans ce temps-là, puis là, ça va de mon interview, là, En tout cas, c'est intéressant. La personne m'a fait rencontrer, elle dit, je vais te faire rencontrer une autre personne qui fait elle faisait du yoga, je pense, puis elle était... Puis tout en jasant, puis me dire, j'étais pas bien dans ce temps-là, là, je marchais plié en deux, puis j'avais mal. Puis tout en parlant, on se disait, pourquoi? Elle dit, ça serait intéressant, elle dit, si tu changerais de pourquoi pour le comment. Ah oui? Ah bon? Pourquoi? C'est quoi la différence? Mais au fur des années, j'ai compris la différence. Pour moi, le pourquoi est associé à notre ignorance, à l'ego altéré, pour moi. Et le comment, c'est... le comment, pour moi, aujourd'hui, c'est que quand je me connecte intérieurement, je reçois. Là, c'est plus pourquoi. C'est comment. Comment je fais ça, là? Guide-moi là-dedans, là, comment je fais ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça aussi, la PNL. La PNL ne cherche pas le pourquoi du pourquoi, elle cherche le comment. Comment tu fais? Alors, c'est ça qu'on s'en va étudier à Bali, c'est comment on fait pour se connecter à la source. Tu m'amènes ça avec toi? Avec plaisir. Hey, j'ai une anecdote pour toi. Oui. Tu m'en as demandé une tantôt, oui. J'ai un petit délai des fois avant que à un moment donné, en fait, c'est pas une anecdote dans la classe, mais c'est dans ma vie personnelle de couple. Et à un moment donné, ça fait 25 ans que je suis avec mon conjoint. Et à un moment donné, j'étais pas contente. J'étais pas mal frustrée, puis... Tu sais, moi j'évolue, moi j'apprends, moi je me forme, puis je prends des cours, puis c'est ma passion d'apprendre pour m'aider à grandir, évoluer en conscience. À un moment donné, je lui renvoie ça. Tu sais, moi j'arrête pas, là, moi j'étudie, moi je lis, moi je fais toutes sortes d'affaires pour m'élever, puis tout ça, puis toi tu fous rien, puis tu fais rien, puis là, j'étais pas contente, là. Sais-tu qu'est-ce qu'il me répond? Il dit, si t'étais si évolué que ça, là, puis si t'étais si dans la conscience que ça, là, tu serais pas en train de me juger en ce moment. Eh, monsieur. Et je fais un lien avec, c'est quoi l'amour avec un grand A et l'amour inconditionnel? Ben, il n'y en a pas de jugement, il n'y en a pas de comparaison, il n'y en a pas, il y a juste l'accueil total de l'autre. Il y a une acceptation de l'autre. Puis quand on peut arriver à ça... C'est là qu'est la pratique, d'en arriver à voir les différences comme étant la différence, c'est tout. C'est sûr que... Moi aussi, j'en parle de ça des fois avec des amis, des gens autour de moi. Mais clairement, c'est quasiment pas possible quand tu vois quelqu'un faire quelque chose. Je dis là, je suis pas en train de dire que tu vas aimer la situation qui est en train de se passer. Je suis en train de dire simplement que de comprendre ce qui est en train de se passer. Puis pour comprendre ce qui est en train de se passer dans cet événement-là, ben, il faut que tu te renseignes, là, je veux dire, premièrement à ton intérieur. Puis si tu n'as pas de réponse à l'intérieur, ben lis un livre sur ces événements-là, fais quelque chose. Mais si tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe, ça peut peut-être t'amener dans un sentier où d'en arriver à l'acceptation ou à l'accueil de tout ce qui est. Quoi qu'il disait le monsieur, il y a 2000 ans, cela est. Hein? Des fois, je me demande, où c'est que j'étais, moi, il y a 2000 ans? J'ai rien compris, là, regarde. Je suis encore ici.
Mais bon, c'est à peu près ça, là. C'est pas d'accepter ce qui se passe, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est pas la même chose. On n'est plus dans le jugement à ce moment-là. C'est toute une pratique. En PNL, on a un postulat. Un postulat, c'est des croyances qui sont utiles à avoir. OK. C'est des croyances qui sont aidantes dans la vie. Puis un des postulats, c'est que tout comportement humain a une intention positive. Tout comportement humain a une intention positive. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, c'est sûr que j'ai réagi. Je dis, ben non, celui qui a tué, celui qui a attaqué, celui qui a menti, celui qui a volé, celui qui a harcelé, il n'y a pas d'intention positive. C'est là où on fait la nuance. L'impact n'est pas toujours positif. Mais si tu vas te mettre à la place de l'autre, quelle pourrait être l'origine de ce comportement-là? Qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à agir de telle façon? Puis, bien, dans certaines... Tu sais, il y a une multitude d'intentions positives qu'il peut y avoir pour la personne qui a exercé le comportement. Qu'est-ce qui fait que je vais mentir à quelqu'un? Bien, peut-être c'est pour ne pas blesser, peut-être c'est préserver la relation, peut-être c'est... me préserver dans mon estime de moi. Et puis, quand on commence à regarder ça, bien, ça amène un petit peu plus d'ouverture pour comprendre. Ouais. Je peux ne pas être d'accord, mais est-ce que ça m'est déjà arrivé de vouloir me protéger? Est-ce que ça m'est déjà arrivé de vouloir préserver la relation? Est-ce que ça m'est déjà arrivé de ne pas baisser dans l'estime de l'autre ou dans mon propre estime? Et généralement, la réponse est oui. Alors, si je suis capable de me reconnaître, moi, dans ces comportements-là, je n'ai pas choisi la même mode ou la même façon de faire vivre cette intention positive-là. Mais dans l'intention, je peux me reconnaître. Et quand je me reconnais, bien, ça me rapproche de l'autre. Au lieu de créer plus de distance, bien, ça crée un peu plus d'ouverture puis un peu plus de rapprochement. Après ça, j'ai le choix de pardonner ou pas. Ça c'est une question de ça me fait réfléchir à ce que tu dis, c'est l'intention positive. Ça me fait penser, ben, lorsqu'on parle, on parle de la peur et de l'amour. Hein? C'est qu'est-ce qui fait qu'une personne agit d'une telle façon, que ce soit la peur ou l'amour, c'est officiel. Est-ce que l'événement que tu as vécu, tu as ressenti de l'amour, ben, ce qui est arrivé, le monsieur qui est en question, pour toi, ça a été... L'événement a été négatif, parce que ça t'a... Mais pour toi, ça a été positif. Pour moi, c'est un cadeau du ciel. Ben oui, c'est ça. Pour que je puisse goûter à ça. Hey. Puis je sais de quoi tu parles. Puis goûter à ça, là, il n'y a pas une pizza qui remplace ça, là. Non. On arrive bien, mais c'est fort. C'est très puissant, là. Moi, j'y ai goûté aussi, là, mais pas dans les mêmes circonstances que toi, mais je pense que je sais de quoi tu parles, là. Moi, ça a été puissant, d'accord? J'imagine, si on revient à ce qu'on parlait au niveau de toute intention est positive, je pense que ça s'approprie à nous-mêmes. Tu sais, il y a des choses qui nous arrivent, on n'est pas content, on ne veut pas, mais finalement, en bout de ligne, OK, j'ai compris. Puis ça amène, comme tu dis, un dégagement, une liberté. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre de Marianne Williamson, Le retour à l'amour. Je pense que oui. Nelson Mandela a repris son discours. En fait, il a pris un passage de son livre dans son discours inaugural. Et elle dit que tout geste est soit un appel à l'amour ou soit un don d'amour. Et pour moi, quand j'ai lu ça, là, ça résonnait tellement vrai en dedans, là. J'ai commencé à, des fois, pas trop me creuser la tête, là, c'est quoi son intention positive, même si oui, il y a des moments où j'ai besoin d'aller le faire, mais je reviens à cette question-là. Est-ce que c'est un appel à l'amour ou un don d'amour? Puis c'est quoi la réponse? Si quelqu'un fait un appel à l'amour, ben comment je réponds? Ben je vais l'aimer. Je sais faire ça. Je vais l'aimer. Puis si c'est un don d'amour, ben comment on répond? Ben je réponds avec l'amour. Donc toutes les réponses reviennent toujours à un retour à l'amour. C'est drôle parce que, oui, je comprends, puis je te suis là-dessus, parce que souvent, en jasant avec des amis, tu sais, on vit toutes des choses, hein?
Puis les personnes me disent, je sais pas pourquoi, mais ça. Puis là, moi, je dis, OK, on va jouer au jeu de l'enfant. C'est quoi ça? Pourquoi, maman? Pourquoi? Fait que là, je dis à la personne, mais pourquoi tu t'es pas bien que ça te dérange? Ben, c'est pas, moi. Ah, ben oui, tu le sais, regarde, c'est sûr. Pourquoi ça te dérange? Ben là, ça part, là. Tu sais, puis ça a fait appel à ce que tu viens de dire. C'est qu'en bout de ligne, là, mais il me demande où tu vas en venir avec ça. Tu le sais où est-ce que je veux en venir. Tu le sais pas mentalement, mais tu le sais dans ton cœur. Je vais en venir qu'au bout de ligne, là. Puis c'est toi-même, c'est elle-même qui le dit en bout de ligne. Ben garde, c'est ça. C'est un manque d'amour envers toi. C'est tout. Fait que, si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, comment tu disais ça? C'est un appel à l'amour ou un don d'amour? Un appel à l'amour, un don Ouais. d'amour. Absolument. Puis une autre chose qui m'aide, moi, dans ma vie, c'est... Tu sais, je suis pas à l'abri là, de ce qui se passe, là, de défis, de challenges, de moments difficiles. Mais des fois, la colère, elle monte, là, la frustration, l'irritation, la déception. Puis des fois, j'ai une décision à prendre ou une action à prendre. Et si je réagis, puis je laisse mon ego réagir, ça peut être violent et destructeur. Puis des fois, j'ai fait l'expérience, ça m'est revenu, ça m'est retombé dessus quand c'est une réponse de mon ego, un commentaire que je fais à quelqu'un. Et maintenant, de plus en plus, ou en tout cas j'essaye là, de me dire, ça serait quoi la réponse de l'amour dans cette situation-là? Ouais. Là, je viens de vivre un coup difficile, là, puis j'aurais le goût de réagir, mais ça serait quoi la réponse de l'amour? Puis juste de me poser cette question-là, là, je retombe dans l'accueil, puis je sais que j'ai pris la bonne décision quand c'est suivi d'un sentiment de « je suis bien, Mm-hmm. je suis correct avec ça ». Quand j'ai fait une réaction qui vient de mon ego, je suis souvent pas fière de moi après. 24 heures plus tard, oh, j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais pas dû faire ça. Je suis pas en train de dire que quand c'est la réponse de l'amour, qu'on dit oui à tout, puis que tout est correct, puis tout est bon, là. Des fois, c'est important de dire non, mais on peut dire non avec amour. C'est ça la réponse de l'amour. C'est pas toujours dire oui à tout. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, absolument. Ben, c'est ça de s'aimer. De dire non ou de dire oui. L'important, c'est comment est-ce que je me sens dedans. C'est ça qui fait que ça va être le non ou le oui. Puis le non n'est pas nécessairement non. C'est qu'au moment où ce qu'on le dit, on n'est pas là, on n'est pas prêt, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que je me sens pas bien. Puis c'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut écouter. C'est ça de s'écouter. Que comment je me sens, moi, là, dans cet événement-là. Comme tu dis, si c'est non pour moi, ça ne veut pas dire que c'est pas de l'amour. C'est au contraire, c'est de l'amour pour moi. Puis je pense que c'est ça la première chose à faire. Le fait que je me sens bien, puis que même si j'ai dit non, oui, mais tu vas me dire, oui, mais l'autre personne, quand il reçoit le non, ben là, moi je travaille sur moi, lui il faut qu'il travaille sur lui ou sur elle. Je peux pas travailler sur lui, tu peux pas changer une autre personne. Mais le non que je dis, c'est pas nécessairement dans la haine ou dans le rejet. Si la personne le reçoit de même, c'est qu'elle a de quoi travailler par rapport à ça. Mais nécessairement que moi, si je le dis, c'est pas nécessairement un manque d'amour. Au contraire, c'est une preuve d'amour pour moi. Puis c'est là le rayonnement. On se demande bien souvent, mais comment on fait ça? Mais c'est de l'être. Puis comment on peut être, c'est en s'écoutant. Absolument. Pas pire, ça. Hey. Je sais pas si tu savais, hein, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Être enfin soi-même ». Non, je ne savais pas. Ah, Tu peux m'en parler? C'est encore sur le marché? Il est en France. OK. Il va être en réédition bientôt. Mais c'était ça, hein, comment on arrive à écouter hein, l'être en nous qui veut émerger, qui veut... Synthétise-moi ça, s'il te plaît. Ça, c'est quoi? Ben, c'est être enfin soi-même. C'est un modèle qui m'est venu, en fait, basé sur l'acronyme être. Le mot être, pour moi, dans le mot être, tu as toutes les... T'as en fait les indices de ce que tu as à travailler pour être toi-même.
Alors, OK, le OK. premier E, c'est ton être actuel. T'es où? Si tu te fais un bilan de ta vie, t'es rendu où hein, dans ton évolution? Qu'est-ce qui reste à transformer pour être la vraie version de toi-même? Et le dernier E, c'est ton être authentique, ton être idéal, ton essence, hein, ta connexion à ton toi divin. Oui. Et le T et le R, le T, c'est la tension créative entre la réalisation de où tu es aujourd'hui et qui tu es dans ton essence. Alors, ta tension créative, comment tu restes ouvert? Pour moi, tout le monde est créatif. Oui. On peut cette tension-là peut soit devenir angoissante ou elle peut rester créative. Comment je fais pour m'éveiller pleinement à moi-même? Comment je me nourris, je me développe? Alors, c'est plein d'outils pour éveiller cette créativité qui est à l'intérieur de toi, dire oui à cette créativité. Dans ton livre? Oui. Dans OK, mon livre. OK, OK. Puis le R, c'est la résonance. Hein, comment on développe cette acuité profonde à l'intérieur de nous, hein, comment on est connecté à notre GPS intérieur pour nous dire « Ah là, je suis sur la bonne voie » ou « Là, je suis pas sur la bonne voie hein? ». J'ai besoin de savoir ce qui résonne et ce qui résonne pas pour moi. Donc, c'est plein d'outils. Hein. C'est comment? C'est comment? Comment, ce que tu disais là c'est comment est-ce que je sais si ça résonne ou ça résonne pas? C'est au niveau de ta vibration intérieure. Hein? Si ton énergie, tu fais un choix, puis ton énergie est compressée, est affaissée, est fatiguée, tu n'as pas l'élan d'avancer, c'est peut-être pas le bon chemin. Okay. Quand tu es sur ta voie, il y a une énergie qui t'éveille, qui t'élève, qui prend de l'expansion. Hein? Donc, on pourrait dire, c'est comment qu'on se sent à ce moment-là. Oui. Je me sens bien, je suis à la bonne place, je me sens pas bien, hein? Tu as des questions à me poser. Oui. Okay. Alors, c'est comment tu développes cette finesse d'acuité à l'intérieur de toi, comment tu t'écoutes profondément. Puis, bien, il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour, développer cette connexion à soi, cette connexion profonde à soi et aussi avec le divin. Comment on fait pour recevoir les messages, les entendre, comment ils viennent. Hein? Des fois, ils viennent en senti, il y en a qui l'entendent, il y en a qui le voient. Hein? Ça passe encore par les sens. Il y en a qui le goûtent. Il y en a qui le sentent. Alors, comment je fais pour développer ça? Alors, c'est un outil pour reconnecter avec son être entier. Il va-tu paraître au Québec? Ah, il est sorti, c'était en 2011. Ça fait déjà 6 ans, puis là, il est en phase de réédition. Donc là, il n'est pas là, mais il va revenir. Mais, OK, mais tu disais que c'est en France? Oui, c'est en France, mais il était présent ici là, dans les premières années. Okay. Mais ils ont écoulé le stock. Donc, c'est un outil d'auto-coaching. Moi, mon désir, tu sais, je forme des coachs, mais d'abord et avant tout, je dis, on est notre propre coach. Hein? Comment on s'accompagne soi-même dans notre propre évolution. Puis, des fois, on a besoin d'un coup de main pour sortir de nos moments difficiles. Et c'est un guide pour nous aider à, transformer notre passé, réaliser notre présent, puis créer le chemin de ce futur qui veut émerger à travers nous. Toi, Colette, comment tu te connectes à ton essence? Comment ça se passe pour toi? Comment tu fais ça? J'arrête. Je laisse place au silence. Je fais plusieurs différentes pratiques. Hein. J'ai plein de rituels. Mes journées sont truffées de rituels pour me reconnecter. Puis dès que je ne fais pas mes rituels, je sens que je m'égare de moi-même, ou je monte dans le mental, ou je rentre dans l'ego, ou des pratiques aussi simples que de me recentrer, de me regrander, de m'imaginer des racines, puis de sentir connecté avec l'au-delà. Puis des fois, je me branche au soleil, puis j'imagine que c'est le soleil qui m'envoie de sa lumière, puis que la lumière passe à travers moi. Okay. D'autres fois, c'est juste de méditer, de respirer, de méditer. Il y a toujours une notion de pause et de silence ou de ralentissement. En PNL, Robert Dilts a développé un acronyme
qui nourrit toutes les étapes de reconnexion à partir du mot coach. OK. Alors, je pratique l'état coach. Et dans l'acronyme coach, bien, le C, c'est se recentrer. Alors, comment je sors de ma tête et je porte mon attention sur mon centre. Et puis, comment je l'imagine, ce centre-là? Comment je peux le voir, le sentir, le goûter? Et après ça, je m'ouvre. Le O dans le mot coach, c'est l'ouverture. Alors, comment je m'ouvre et j'ouvre mon cœur à ce qui est, j'ouvre ma conscience à ce qui est. Le A, c'est d'être alerte. C'est comme si le troisième œil s'ouvre. Et là, on est dans l'accueil, pas dans l'accueil, dans l'acuité. Alors, je suis alerte et j'ai de l'acuité. Alors, ça me ramène à être pleinement présente ici et maintenant, capter tout ce qui se passe. Le C, c'est pour être connecté. Connecté de la tête, le cœur, le corps, connecté aussi avec l'au-delà, avec ce qui est. Alors, je peux l'imaginer de la façon qui m'est propre. Oui. Et le dernier, c'est le H, c'est l'accueil, c'est hospitalier, c'est le hold, j'aime mieux le mot anglais, c'est hold, c'est accueillir. Comment je peux accueillir tout ce qui est. Et je reviens, on parlait d'amour, et pour moi, c'est quand je suis dans l'état d'amour inconditionnel, je suis aussi dans cet état coach-là. Je suis centrée, je suis ouverte, je suis alerte, je suis connectée et j'accueille tout ce qui est. J'accueille le bon comme le moins bon, sans jugement. Mm-hmm. Je peux accueillir les extrêmes sans jugement. C'est quand c'est pas toi qui vis l'expérience, que tu la vois, est-ce que pour toi c'est plus facile d'être dans l'amour que quand que tu le vis l'expérience toi-même? Dans la pratique où tu t'es rendu toi là? Parce que j'imagine que je vais parler de moi, mettons. Tu sais, je vois quelque chose, puis je suis avec quelqu'un il aime pas ça, ben je peux dire, moi, c'est plus facile pour moi d'être dans l'amour, là, que je veux dire. Mais si c'est moi qui le vis, l'événement, là, tu sais, c'est, je sais pas, là, comment est-ce que, parce que des amis me demandent ça, je dis, je sais pas comment je réagirais. Peut-être que je ferais comme lui, je le fesserais, ou je sais pas. C'est une défense, mais j'en ai aucune idée. Mais il y a une chose que je perçois, c'est que je sais que si je pratique d'accueillir ces événements-là, je sais qu'à un moment donné, ça ne sera plus dans ma vie. Ça, je le sais. Mais tant il y a aussi longtemps que je le vois, c'est parce que ça m'habite. À quelque part, ça m'habite. Puis j'ai à travailler dessus ça. C'est comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est un don d'amour, je ne me souviens plus comment tu disais ça, mais c'est la vie à travers cet événement-là qui est en train de me dire, regarde là, t'as pas encore fini ce coin-là. Là. Hein? Il va en être lavé. Là, puis que je me dis que, ouais, ok, c'est beau. Parce que je me suis rendu compte dans mes expériences que j'ai vécues dans ma vie, que oui, il y a des choses qui n'en revenaient plus. Ah, comment ça? Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas vécu d'affaires comme ça. Je vais te donner un exemple, la souffrance. Moi, me dire, j'ai fait 7 dépressions dans ma vie, j'ai été dans la souffrance. Puis depuis que j'ai compris ce qu'on parle, je n'ai plus de souffrance. Je ne dis pas que je n'ai pas de douleur dans mon corps, mais je n'ai plus de souffrance. Exemple, les gens me demandent, ils disent, ouais, mais qu'est-ce que tu entends par la souffrance? Bien, tu perds un être cher. Si tu es dans la perte de l'être cher, c'est de la souffrance. Parce que on ne comprend pas que l'être a choisi ça. C'est un autre paire de manches, ça. Là. Mais je veux dire, si tu te cognes l'orteil sur le coin d'une table, ça, c'est de la douleur. Pour moi, je le différencie de même. Fait que je peux dire oui, je peux témoigner en arrière de la caméra, là, que oui, quand j'ai compris qu'est-ce que c'était, l'amour inconditionnel, puis de s'aimer soi-même, la souffrance, il n'y en a plus. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui montent de temps en temps, mais ça ne me fait pas souffrir. Je comprends qu'est-ce qui se passe. C'est tout un autre monde. Je pense que dans la conscience, ça ne veut pas dire que je ne vis pas des moments difficiles, mais j'en ai conscience plus vite et j'ai conscience de quand est-ce que je m'en vais dans la souffrance ou quand est-ce que c'est une réponse de l'ego. J'ai une conscience plus rapide. Oui. J'en prends conscience plus vite.
parce que je m'observe, je m'écoute, je me vois. Ben, je pense que quand on est dans la pratique de quelque chose, c'est comme jouer de la guitare. Et quand tu commences, tu grattes, mais tu viens à force de... Dans n'importe quoi. Au niveau de l'esprit, c'est la même chose. Au niveau du cœur, au niveau de l'amour, c'est la même chose. C'est de la pratique. La conscience, c'est de la pratique. Plus tu pratiques, ben, quand tu vis des moments difficiles, ben, tu vas moins profond et moins longtemps. C'est ça. C'est ça. Hein? C'est, OK, il y a quelque chose là, c'est intéressant. Hein? Ouais. Qu'est-ce que je choisis là? Tu le vois plus comme un... Non. Ouais. C'était comme un petit rappel. Ben oui, je suis encore humaine. Hein? Pour moi, c'est des petits moments qui me ramènent les deux pieds sur terre. Là. Et puis, pratique ce que tu enseignes. Pratique soit le changement. Alors, qu'est-ce que je choisis dans ce moment-là? Alors, je ne le cache pas, je suis entièrement humaine et j'envie des situations, mais je ne souffre pas longtemps avec. Par rapport à l'éveil de conscience, d'être conscient de ce qui se passe. Je me souviens, tu sais, si je repense à l'événement qui est arrivé à l'âge de 19 ans, je me souviens que j'ai été accompagnée. Hein, j'ai été accompagnée par... excusez, là, je viens d'avoir un petit moment, ma boucle d'oreille, elle vient... Ben, t'es une fille, c'est correct. Je me souviens qu'il y avait un médecin qui voulait m'accompagner, puis il dit « Hey, là, tu viens d'être victime d'une agression physique, émotionnelle, mentale. Il faut absolument que tu sois suivi par des psychologues, puis je vais t'accompagner, puis je vais t'aider. » Puis il dit « Donne-moi un instant. » Puis là, je dis « Qu'est-ce qu'il veut dire? » Je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Et ça faisait 10 minutes que j'attendais dans son bureau, puis il n'était pas revenu. Finalement, je dis « C'est quoi qu'il est en train? Es-tu en train de me traiter de victime? Es-tu en train de me dire que hey, j'ai dit, c'est un cadeau ce que je viens de vivre là. Je viens de prendre conscience de quelque chose de majeur dans ma vie, là. Alors, je me suis levée, puis je suis sortie du bureau et je suis allée le voir où ce qui était rendu. Puis, il avait sorti un gros livre. Non. C'était le dictionnaire là, des maladies, je me souviens plus trop. Le DSM, je sais pas trop. Comment traiter des victimes d'agressions sexuelles et d'agressions physiques. Et là, j'ai réagi, j'ai dit, je ne suis pas, comme ta page 898, là, je ne suis pas une victime d'agression. J'ai dit, non, je suis créateur de ma vie, là, et j'ai dit, m'en faire de quoi avec ça, là. Et ça a été instantané. Je n'ai pas souffert de ce qui m'est arrivé. Ce que tu dis là, continue, là, je ne vais pas t'arrêter, mais c'était ça a été instantané. C'est jamais revenu là, de dire « Oh mon dos, pauvre de moi, ben oui, c'est vrai, j'ai jamais coupé. » Non. Je suis revenue dans... Tout de suite, je suis créateur. Tout ce qui m'arrive, je suis créateur de ça. Peu importe. Le bon comme le moins bon. Je suis créateur des moments difficiles. OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? J'ai dit, je suis ici pour apprendre. Alors, j'ai créé ça. Qu'est-ce que je peux retirer de ça? Pourquoi? On dit, on ne pose pas de pourquoi, mais en même temps, qu'est-ce que la vie veut m'envoyer comme message ou comme enseignement pour m'élever dans ma conscience? Donc, j'ai adopté cette croyance-là dès que j'étais jeune et ça m'a servi dans toutes les circonstances. Je suis créateur. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Le bon comme le moins bon. Puis, ben, c'est des cadeaux, des fois mal emballés, mais c'est des cadeaux. Ouais. Et comment je peux puiser le meilleur de ça? Comment ça peut être une opportunité au lieu d'un problème? Parce que tu disais tout à l'heure, dans les propos que tu dis, souvent les gens me disent « il faut que je fasse mon deuil ». C'est un choix. Si tu fais ton deuil, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, que je comprends. Si je fais un deuil, c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comme tu viens de dire, tu as compris que tu n'étais pas une victime. Tu n'as pas de deuil à faire. Tu es directement dans ce que je fais avec ça. Hein? Puis, mais quand on ne comprend pas ces choses-là, puis on reste dans la victime, puis c'est bien correct, il n'y a pas de mal, mais sauf que quand on vit ça, on n'est pas bien là-dedans, mais bon. Mais quand on comprend, il n'y a pas de deuil.
moi, j'ai constaté ça. Parce qu'écoute, on était 14 chez nous, on reste juste 2. Et les autres sont tous partis. Et je n'ai eu des deuils. Mais à un moment donné, je me suis posé des questions. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Quand tu vis ça 3 fois que quelqu'un va partir, il s'en a tout. Là. Fait que je me suis mis à m'interroger. Elle me dit, c'est quoi qui se passe? J'ai compris que chaque personne, c'est Donald Walsh qui disait ça d'ailleurs dans un de ses livres, il n'y a personne qui meurt sur la terre sans qu'il l'ait voulu. Ça fait dans le Kodak, ça, là, quand tu reçois ça des premières fois. Là. Mais quand tu repenses à ça comme il faut, là, de toute façon, tu n'y peux rien. OK? Fait que, c'est-tu possible d'adopter une pensée qui te fait du bien, plutôt qu'adopter des pensées qui te font du mal, puis d'être dans un deuil qui dure des années et des années? Des fois, les gens, ils sont encore en recherche et ils veulent comprendre, puis c'est ce qui les maintient dans cette recherche et la situation souffrante. Et des fois, je leur dis, des fois, comprendre peut empêcher le changement. Donne-y un sens. On dit la même affaire, mais si tu avais à donner un sens à ce qui s'est produit, quel sens pourrait être utile? Oui. Puis ça me fait penser à Viktor Frankl. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Viktor Frankl, qui a créé la logothérapie. La thérapie par le sens. Okay. Comment on peut donner un sens aux événements qui se produisent dans notre vie. Et tu as une multitude de sens possibles dans une situation, bien choisis-en un qui t'aide à passer à autre chose. Bien, je pense que ta question va amener une personne à ressentir justement comment que tu donnes un sens. Quel sens tu vas y donner? Bien, c'est le sens que la personne va ressentir. C'est ça, s'intérioriser, aller en dedans, puis regarder qu'est-ce qui se passe. Pour justement s'éveiller à plus beau, s'éveiller de sortir de l'ignorance. Rentrer dans un état de bien-être. C'est correct, là. Ça fait des milliards d'années qu'on vit là-dedans. Il me semble qu'on devrait se rapprocher du paradis, comme un gars disait, là. Justement, Viktor Frankl, il a traversé les camps d'Auschwitz, les camps de nazis. Oui. Puis il a réussi à s'en sortir parce qu'il a donné un sens. Dans le pire moment, c'est inimaginable. Là. Si tu t'imagines, tu es dans un camp de concentration, puis tu es à veille de rentrer dans une salle pour... les gens étaient verts. Là. Il n'y avait plus de vie à l'intérieur d'eux. Ils étaient déjà morts avant de rentrer. Ouais. Et lui, il a décidé de donner un sens à chaque chose qu'il voyait, aussi simple que ce soit de voir une fourmi qui transforme une miette de pain, c'est « wow, elle est en train de nourrir sa colonie ». Ça vois-tu travailler fort? Celui qui donnait son dernier bout de lacet, « wow, quelle générosité ». Il donnait un sens. Et juste le fait d'y donner un sens positif, il a gardé sa couleur. Et quand il est arrivé pour passer, ils ont dit « Hey, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as volé? T'es pas comme les autres. » Il était plus rayonnant. Il y avait encore de la lumière à l'intérieur de lui. Et il a réussi à s'en sortir. Il a été sauvé, il a été sorti de la ligne, puis finalement, il était docteur, donc il a servi les gens militaires, il a sauvé sa vie, puis il a créé la logothérapie. La thérapie par le sens. Puis aujourd'hui, ben, je pense qu'on est dans une phase de quête de sens dans un monde de non-sens. Hein? Il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, puis il y a des choses qu'on n'a pas besoin de comprendre non plus. C'est pas à nous autres, ça ne nous appartient pas probablement. Je pense que de se comprendre soi-même, c'est déjà, c'est déjà un bon voyage. Dis-moi, Colette, avant de partir, tu donnes des formations, c'est ici au centre? Oui. Comment ça se passe, les formations? Les gens s'inscrivent? Les gens s'inscrivent, j'ai un site écolepnl.com. OK. Puis j'ai un parcours classique. Il y a plusieurs niveaux. Hein. Les gens peuvent venir pour 3 jours, comme ils peuvent faire un parcours de 6 jours. C'est toujours des modules de 3 jours. Ceux qui font jusqu'à le métier de coach, ben, c'est un programme sur 2 ans là, à peu près. Là. 70 jours de formation, 1 fois par mois. Et j'ai aussi un parcours en management. J'imagine que quand les gens viennent ou qui te téléphonent, tu leur réponds, tu leur dis qu'est-ce qu'il y en a, tout ça. Les gens, comment ils peuvent te rejoindre? Ils peuvent, via le site écolepnl.com, oui. Où il y a toutes mes coordonnées, mon courriel et mon numéro de téléphone directement sur le site. OK. Puis de toute façon, comme je dis dans toutes les vidéos, je vais le marquer sur
sur YouTube, puis sur mon site web aussi, tes coordonnées. Les gens qui ont que ça leur parle, qui vont pouvoir te rejoindre par là. En terminant, quel message que tu partagerais aux gens? Et je crois qu'on a plusieurs vies. Mais c'est celle-ci qu'on est en train de vivre. Puis si je faisais comme si c'était ma seule vie, je voudrais la vivre comment? Puis qu'est-ce qui est important, qui a passé par moi, que personne d'autre peut passer? Ça n'a pas à passer à travers des autres. C'est qu'est-ce que toi t'es venu offrir? C'est quoi ton cadeau? C'est quoi ton unicité? Reconnecte avec qui tu es, hein, à ton authenticité, ton unicité qui est à l'intérieur de toi, et partage-le. Sinon, tu te prives, puis tu prives les autres de la belle personne que tu es, de ton don, de ton talent. Puis je pense que tout le monde, quand chacun se reconnecte avec qui il est dans son essence et son authenticité et le partage, je pense que c'est ça qui va contribuer à un monde meilleur, un monde où il y a plus de paix, plus d'amour, plus d'accueil, et qu'on puisse s'accueillir dans nos ressemblances, dans nos différences et dans nos ressemblances. Moi, j'ai 3 mots qui vibrent profondément à l'intérieur de moi. Je dis, je suis ici pour unir. Je suis ici pour unir. Puis unir ces polarités, ces difficultés qui sont à l'intérieur de nous. Je suis ici pour unir les gens entre eux. Je suis ici pour amener un peu plus d'harmonie en nous et à l'extérieur de nous. Je suis ici aussi pour grandir, amener, moi, m'aider à m'élever, à grandir en conscience et accompagner les gens dans leur évolution, dans eux, comment ils peuvent grandir, apprendre et évoluer, et unir, guérir et grandir. Ah, j'ai oublié de guérir. Oui, avant de grandir, des fois, on a besoin de guérir. On a besoin de guérir ces choses que l'on porte, que ce soit de cette vie ou d'une ancienne vie. Alors, c'est 3 mots qui m'animent beaucoup, unir, guérir et grandir. Alors, j'invite chaque être à se reconnecter à soi, à se réunir, à guérir ce qu'il y a à guérir à l'intérieur d'eux et à se permettre d'évoluer, de grandir en beauté. Colette, je te remercie infiniment. À la prochaine.